La libération de la parole, voilà le thème de cette entrevue-conférence que j'avais effectuée avec Marc Delassalle, auteur et conférencier québécois, qui a œuvré à la diffusion de la conscience supramentale au Québec. Il est décédé présentement, donc c'est une entrevue souvenir qui est tirée de mes archives. Elle date du 24 septembre de l'an 2012. Bonne écoute. Concernant la libération de la parole, l'une des premières questions qui me vient en tête, c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'être humain sur Terre est libre dans sa parole en général, ou c'est quelques individus à peine qui commencent à toucher à cette liberté dans la parole? Je dirais en gros que la libération de la parole n'a pas commencé réellement sur la Terre. Donc, on serait possiblement dans la deuxième partie de votre question, parce que la première partie fait référence à l'ego dans l'homme. Puis l'ego dans l'homme n'est pas assez scient pour comprendre ce qui se passe sur la Terre et sur les plans occultes. Et donc, il ne parle pas nécessairement, il jase beaucoup plus qu'il parle. Et la libération de la parole, si on était vraiment rendu là, les gouvernements agiraient complètement différemment et les individus n'auraient pas le même discours égoïque à tous les jours. Puis on aurait beaucoup plus de direction dans notre vie par rapport à où on doit aller. La libération de la parole va permettre cela. Elle va permettre à l'individu de dire des choses dans sa journée et de pouvoir sentir le réel de ce qu'il dit. Ce qui voudrait dire qu'il peut annoncer son devenir et se soustraire de sa programmation d'âme parce que la libération de la parole est en train de se réaliser en lui. Et c'est cela vraiment qui va changer le contexte. Parce que la programmation, c'est une force de l'âme qui est très, très, très forte. Et l'ego ne peut pas résister à la force de l'âme et au monde de la mort qui qui unit la parole de l'homme à son ego. Rarement l'individu va dire des choses intelligentes dans une journée, mais il y a parfois des pointes d'intelligence dans cette parole-là, parce que sinon, si l'esprit était trop trop loin de l'individu ou de l'homme, c'est certain qu'il ne pourrait jamais se donner une direction dans la vie. Mais principalement, les gens, quand ils se donnent une direction, c'est beaucoup plus en fonction du libre arbitre. Ils croient vraiment qu'ils peuvent décider des choses. Donc, on n'est pas dans la libération de la parole, mais on est plutôt dans une forme de parole qui sert l'ego pour se mesurer en société et ainsi de suite. Et concernant la parole, vous avez parlé de la programmation associée à l'ego, qui serait l'une des entraves actuellement à la parole libérée. Et quelles seraient les autres entraves, donc les autres éléments qui empêchent présentement à l'être humain d'accéder à une parole qui est libre? Euh, c'est très difficile dans le contexte qu'on est présentement pour l'individu de reconnaître où la société est rendue en fonction de l'évolution de la Terre. Donc, pour entrer dans une libération de parole, il faut aussi connaître l'agenda de la planète Terre. En ce sens, combien d'individus auront dans les années à venir la capacité de se démarquer du connu, de la connaissance, pour entrer dans le savoir. Et c'est là l'enjeu. Lorsque l'homme va rentrer dans le savoir, il va pouvoir déterminer à travers les forces de sa conscience ce qu'il y a derrière le terrain qui mine la parole de l'ego sur la terre. Et après ça, on va pouvoir entrer dans une nouvelle configuration de la Terre qui va permettre
à l'individu de reconnaître ce qui est intelligent et de ce qui ne l'est pas. Il est très difficile aujourd'hui pour tous les individus d'avoir accès à l'intelligence et c'est l'intelligence qui va trancher pour savoir si une personne qui annonce quelque chose le fait en tenant, en considération ce que l'homme doit savoir sur la Terre en ce moment par rapport aux forces de l'invisible ou par rapport à sa programmation ou par rapport à la destinée de la Terre. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens présentement qui sont capables de déterminer les enjeux de la Terre? Je dirais que non. La plupart des gens vont dire simplement, il y a des choses qui doivent changer parce qu'on s'en va dans un mur avec l'environnement, avec la famine dans le monde, les guerres, etc. Mais ce n'est pas la libération de la parole qui va changer tout ça. C'est plutôt la conscience de l'individu qui va prendre note en relation avec ce que la Terre doit vivre. Et quand cet individu-là sait exactement ce que la Terre doit vivre, on peut commencer à parler d'une libéralisation de la parole. Donc, il se libère du connu et entre dans ce qui doit être dit plutôt que de vouloir communiquer sa sagesse qu'on appelait jadis. Il va plutôt avoir accès à ce que l'homme doit savoir et il va le communiquer. Donc, à ce moment-là, il y a une libération de la parole. Et comme vous le mentionnez il y a à peine quelques instants, autrefois, jadis, les gens voulaient parler, communiquer leur sagesse parce qu'il y avait une certaine forme d'orgueil, d'ego spirituel qui voulait faire d'eux des maîtres, des enseignants. Et est-ce que... Oui? Oui, puis d'un autre côté, c'était bon. Parce que l'homme n'avait très peu de mesures pour savoir où il se situait par rapport à sa vie. Donc, il y avait des hommes sages qui venaient et disaient, ben, regardez votre vie de ce point de vue-là, peut-être que ça va vous aider à vous construire un meilleur ego. Et l'homme, effectivement, grâce à la religion catholique, s'est construit un ego un peu moins bâtard. Il y a d'autres religions, par contre, qui n'encouragent pas nécessairement, comment dire, une bonne conscience dans l'ego ou simplement dire la sagesse de l'ego. Il y a des religions qui sont beaucoup plus oppositionnelles par rapport à la réalité de l'homme. L'homme, dans la religion catholique, n'était pas le méchant nécessairement. Il était quelqu'un qui apprenait à utiliser la bonne volonté de son ego pour faire le bien. Le mal était là, il avait peur du mal, mais en général, l'homme voulait faire le bien. Donc, Oui. ça l'a... Oui, ça a eu sa fonction, les maîtres, les enseignants, les prêtres et tout ça dans le passé de l'humanité. Mais à l'époque actuelle, où ce que actuellement il y a un nouveau cycle qui s'entame dans l'évolution de l'humanité, je crois que les gens doivent venir éventuellement être capables d'être autonomes dans leur canalisation d'esprit pour avoir une parole avec une certaine impeccabilité en étant centrique et en ne dépendant pas d'un maître ou d'un individu extérieur à soi pour être autonome. Oui, c'est en plein cela. Les individus aujourd'hui n'ont plus à référer à la conscience d'une société ou encore un mouvement de masse ou un maître pour se situer dans leur vie. Si tous les individus pouvaient se situer dans leur vie et dire, moi je suis rendu là, et cette réalité-là qu'il exprime serait vécue comme une libération s'ils sont vraiment rendus là. Mais bien souvent, il y a des gens qui vont dire, ah ben, moi je sais qui je suis et je peux faire telle chose dans ma vie, mais si tu sais vraiment ce que tu es, normalement, tu devrais le contenir pour toi-même et dire j'ai une bonne compréhension de la vie, de ses lois,
et je suis encore en étude par rapport à ces lois. Et ensuite de ça, l'homme peut savoir avec le temps si ce qu'il avance c'est intelligent ou pas. Mais on n'aura jamais la certitude à 100% que ce que l'on dit, c'est vraiment cela. Et c'est là que le jeu de la libération de la parole se joue, c'est dans le 1%. Si vous attachez pas de sérieux à ce que vous dites, vous êtes dans la libération de la parole. Si vous attachez du sérieux dans ce que vous dites, vous êtes comme les maîtres jadis qui disent, ben moi j'ai la vérité. Ça se comprend, ça, hein? Oui, oui, ben c'est sûr que si la personne donne de la valeur émotionnelle à sa parole pour se donner de l'orgueil, de l'autorité, dans le sens qu'elle s'accroche à cette forme-là, à ce moment-là, ben c'est sûr qu'elle peut être piégée par ça. Oui. Ben, le piège le piège, en gros, se situe à savoir, est-ce que l'homme est prêt de, de libérer sa parole? Je dirais que non. Parce que pour libérer sa parole, il faut avoir accès au savoir. Et cet accès-là au savoir, on l'a comment? Comment l'homme le vit, cet accès-là au savoir? L'homme va avoir accès au savoir. Ben, je fais référence à la femme aussi. L'homme et la femme vont Mais avoir, justement, pourquoi pas employer le terme l'humain qui est plus englobant que l'homme? ah, pour moi, l'humain, ça, c'est une bonne question. Si, supposons, je fais référence à l'humain au lieu de l'homme, je parle de l'humain et des faiblesses de sa conscience qui sont reliées à l'âme. Si je parle de l'homme, la race de l'homme, je fais référence à la destinée que l'homme doit vivre. La race humaine, c'est une âme. C'est, c'est un vocabulaire qui est attaché à l'âme. Alors que la race humaine de l'homme, puis là, quand on parle supramental, on parle d'un homme qui se libérera du connu pour entrer dans sa parole. C'est la nuance qu'on pourrait apporter. Moi, je comprends votre point de vue. Euh, donc, vous pouvez continuer là-dessus. Sur quelle partie? Sur la race de l'homme? En fait, non, juste avant de faire cette parenthèse-là, on parlait par rapport à la parole. Oui. Et puis, comme on le mentionnait notamment, c'est que il y a des gens, des maîtres, bon, qui ont utilisé la parole dans l'histoire, ils ont eu leur fonction, mais ça a ses limites aussi. Puis, à quelque part, je pense que c'est un petit peu le piège de la vérité qui va faire que ces individus-là vont avoir des comportements dans lesquels ils vont vouloir englober le monde, ils vont vouloir les massifier, ils vont vouloir utiliser leur parole à leur fin. OK. Donc, si dans les années à venir, supposons, un individu comme vous ou n'importe qui rencontre, supposons que vous rencontrez quelqu'un et vous tentez d'une façon ou d'une autre de le séduire par ce que vous avez à dire, vous êtes déjà dans une position de maître. Si vous tentez de lui dire ce qu'il ne doit pas entendre parce que vous avez une certaine voyance de sa condition et vous lui dites, sans nécessairement respecter son temps de développement, vous êtes déjà dans une position de maître. Comment donc l'homme peut être libre dans sa parole pour l'individu? C'est lorsqu'il va rencontrer l'individu, il va reconnaître le temps de l'autre. Parce que lui, si vous avez la libération de la parole dans votre conscience, c'est que ce que vous savez de la vie, ben c'est intégral, c'est universel. Cela veut dire que la vibration de l'autre, vous devriez être capable de la capter et avoir exactement la mesure de l'individu qui se trouve devant vous au niveau du développement de sa conscience. Donc, par les mots que l'autre va dire, il va vous donner aussi des indices. En somme, s'il dit, par exemple, que l'âme est grande,
vous savez déjà plusieurs choses sur l'individu, parce que l'âme est petite dans le fond, parce que c'est l'esprit qui doit être grand. Donc la libération de la parole, ce n'est pas comme les maîtres de jadis qui ont tenté de donner à l'individu une direction, mais une direction qui était complètement biaisée en relation avec les croyances qu'eux autres avaient. Alors que l'homme intelligent ou la race de l'homme supramental, va, on va reconnaître qu'il y a libération dans la parole, dans cette parole, quand l'individu va faire un énoncé qui va ouvrir la discussion sans jamais la fermer et sans jamais donner une réponse absolue. La seule réponse que vous pouvez donner, supposons, à un individu, c'est de lui poser la question, c'est qu'est-ce que tu veux savoir? Et l'autre va vous poser une question et vous allez répondre. En gros, ça se situe comme ça, la libération de la parole. On pose une question à l'individu et l'individu répond en relation avec... Parce que si vous avez la question, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la réponse. Donc, l'organisation de votre psyché doit avoir la question. Si vous ne pouvez pas recevoir la question, c'est parce qu'il n'y a pas d'esprit. Quelqu'un qui pose une question, oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec les OGM dans le futur? C'est épouvantable, c'est dangereux. Bon, vous savez automatiquement que la personne se situe au niveau de l'âme. Donc, c'est-à-dire que sa question est colorée d'émotivité et colorée de la crainte à l'égard des OGM. Donc, si vous êtes dans la libération de la parole au niveau de cette personne-là, vous n'allez pas commencer à lui dire qu'elle s'inquiète pour rien. Vous allez simplement lui dire, les OGM, ils sont là pour rester. Il y a des gens qui vont les utiliser d'une façon scientifique et il y a des gens qui vont les utiliser pour une raison monétaire, faire plus d'argent avec les produits agricoles. Et vous dites à la personne, ben c'est à vous de faire une étude des produits que vous voulez manger dans le futur, mais vous pouvez pas vous empêcher de vivre. Donc, le discours s'arrête là. Vous répondez d'une façon neutre à une réaction émotive qui permet à l'autre de possiblement se sécuriser un peu et parce que l'homme, dans la libération de la parole, voudra pas enseigner à l'homme. Il va vouloir simplement permettre à l'autre d'avoir accès à de l'information qui va lui permettre de balancer sa vie. Est-ce que ça se comprend, ça? Oui. Donc, autrement dit, l'individu qui est libre dans sa parole, il cherchera pas à jouer au sauveur avec l'autre personne, puis essayer de le rassurer par rapport à ses craintes qu'il peut avoir concernant les OGM ou autre chose. Parce que dans cette optique-là, si je comprends bien, mais il invite plutôt la personne à être objectif puis neutre, puis à quelque part de se bâtir lui-même sa sécurité ou ce qu'il a à savoir par rapport à quelque chose. Là, parce que la libération de la parole doit être universelle. Donc, elle doit permettre aux individus, à eux, d'entrer un peu plus dans l'identité de qui ils doivent être dans leur parole. Et c'est pour ça que on va reconnaître quelqu'un qui est libre dans la parole en relation avec l'importance qu'il va donner à ce qu'il dit. Si, supposons, on vous dit, ah, ben, écoutez-moi bien, là, c'est ça qui est le plus important pour vous. Ça, c'est pas la libération de la parole. OK? C'est imposer son autorité comme les maîtres le faisaient jadis. Ça dépend toujours de la relation que vous avez avec l'individu. Si l'autre individu que vous connaissez depuis longtemps, vous pouvez parler d'une façon différente, alors qu'un étranger, vous devez faire très attention de la façon dont vous parlez, parce que ceux qui sont pas dans votre rayon de quotidien ou hebdomadaire peuvent facilement interpréter votre parole. Et c'est à ce moment-là que si vous êtes dans la libération de la parole, vous savez que vous ne devez pas trop parler avec des gens qui n'ont rien à foutre de ce que vous savez de la vie et qui vont l'utiliser contre vous
dans une autre forme. Donc, Ouais, ça, dans ce sens-là, il faut pas donner des, entre guillemets, des outils à nos ennemis. non, ben, c'est parce que il y a, c'est comme je disais au début de la rencontre, c'est que les individus qui sont dans la libération de la parole, euh, s'ils le sont réellement, ils vont reconnaître deux choses. Qu'ils n'attachent pas d'importance à ce qu'ils disent et que ce qu'ils ont à dire est dit dans un véhicule où eux ne payeront pas de prix par la suite. Donc, ils n'auront pas parlé, par exemple, à une émission comme TVA ou tu sais, des émissions à grand public. Parce Tu- que leur parole ne sera jamais absorbée. Ils vont créer des chocs à toutes les phrases qu'ils vont dire. Non, c'est sûr qu'on n'est pas encore à l'époque où ce que dans les médias de masse, on va retrouver des individus qui vont pratiquer la parole vibratoire. Non. Parce que la parole vibratoire, ça vient d'où la parole vibratoire? Ça vient, ça vient simplement de la présentation de l'esprit à l'intérieur de la configuration d'un ego transparent. Si l'ego est pas transparent, il n'y a pas de vibration dans la parole. Parce que l'ego retient des formes mémorielles pour se donner une valeur. Et la valeur, ça peut être le petit maître. Ça peut être, moi j'en sais des choses, je sais des choses plus que les autres. C'est un petit air de supériorité. Puis, aussitôt qu'on a un petit air de supériorité, on peut savoir que l'ego est pas transparent. Ou si c'est pas de la supériorité, ça peut être d'autres choses. Ça peut être l'arrogance. Ça peut être, je sais pas. Mais c'est ça. Mais en général, ça tourne souvent alentour de l'orgueil. Oui, ben c'est ça. La supériorité, l'arrogance, c'est tout de l'orgueil. Puis ça, c'est, je pense, c'est l'une des torts qu'a l'être humain tant aussi longtemps qu'il est assujetti par les mémoires de l'âme qui, en fait, fait en sorte qu'il est jamais libre dans sa parole. Ouais, ben, je dirais que l'orgueil, c'est possiblement le plus grand obstacle, comme vous dites, depuis le début de la conférence à la libération de la parole. Et l'orgueil se lit comment? Ben, ça se lit dans plusieurs façons. Mais en gros, de l'orgueil, c'est, si je donne une définition euh, de l'orgueil selon l'esprit, ce serait la suivante. C'est, c'est de croire qu'on est plus grand qu'on est réellement. C'est de croire qu'on est plus grand de ce qu'on est réellement. Ouais, une surévaluation. Quelqu'un qui se surévalue, il n'y a pas une mesure réelle de lui-même, donc il est déconnecté de la réalité, puis tôt ou tard, ça risque aussi de lui péter d'en face. Oui. Parce que quand une personne dit quelque chose dans sa vie, puis elle dit, ah ben moi, je ne ferai jamais plus ça. Il faut faire très attention quand on dit je ne ferai jamais plus ça, parce que si vous êtes dans l'orgueil et si vous n'avez pas, ça revient à ce que je disais au début, si vous n'avez pas la mesure de votre destinée réelle, vous allez être obligé de refaire cela. Et la raison que je ne ferai pas ça, vous dites ça, c'est parce que vous voulez vous convaincre que vous n'avez pas d'orgueil, alors que la vie va vous montrer, ou l'esprit va vous montrer plus tard que vous avez de l'orgueil. Ils sont très intelligents en haut. Exactement, parce que souvent ce qui arrive, c'est qu'il y a d'ailleurs un adage qui dit qu'il faut jamais dire jamais, là, parce que on peut être testé à partir de ça par les forces. Donc tout énoncé qui est affirmé dans une volonté égoïque, de mon point de vue, tôt ou tard, va être cassé par l'esprit à travers des situations, des événements et des chocs pour réajuster l'ego s'il est en décalage avec sa source. Aussitôt qu'il y a un décalage avec la source, l'homme qui va dire jamais, jamais, je ne ferai ça, là, c'est certain qu'il va se faire, il va se faire tester puis il va rencontrer son Waterloo dans la vie.
Par contre, vous pouvez dire et vous pouvez affirmer des choses, mais si vous avez la transparence dans votre ego, vous allez voir que ce que vous dites va se concrétiser. Parce que la parole, la libération de la parole, c'est un chemin qui trace le devenir de l'homme. C'est pas une chose qui va vous garder dans les deux pieds dans la boue pendant des siècles ou des années. Ce que vous dites va créer une ouverture. Et cela, c'est les plans occultes le savent que toutes les fois que vous adressez la parole, indépendamment de qui écoute, vous allez avoir des confrontations et des oppositions. Parce que ils ne veulent pas que l'homme se crée un chemin. Ils veulent garder l'homme dans le connu. Ils veulent garder les oppositions entre les hommes. Ils veulent garder surtout l'orgueil de l'homme contre l'homme. Et c'est là que, quand l'homme dit jamais, jamais, il se fait tester parce qu'il y a de l'orgueil. Heureusement que l'esprit veille au grain dans ces cas-là. Exactement. Et parlant de la libération de la parole, l'une des questions qui me vient en tête, c'est de savoir, est-ce que à l'époque actuelle, où ce qu'il y a des médias de masse là, de plus en plus nombreux, où ce que les gens ont accès à différents moyens de communication, que ce soit Internet, le téléphone cellulaire, et également où ce que les valeurs démocratiques sont plus présentes, là, notamment aux États-Unis et dans les pays occidentaux. Est-ce qu'on est dans un contexte qui est propice présentement en termes technologiques et politiques pour la libération de la parole humaine? C'est, comme vous dites, la parole humaine, parce que la parole de l'homme, on l'entend pas. Mais c'est surtout Twitter, c'est la parole humaine. Les médias de masse, c'est toute la parole humaine. On remarque combien de politiciens font des erreurs sur Twitter ou encore en public, ils disent telle chose, mais ils doivent se rétracter. Pourquoi doivent-ils se rétracter? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Tout ce qu'ils ont, c'est la connaissance et ce qu'ils sont. Donc, s'ils avaient la parole, ils n'auraient jamais besoin de se rétracter. Ils ne diraient non plus jamais mes paroles ont dépassé ma pensée. Les paroles, ils dépassent pas la pensée parce que la pensée vient avant la parole. Exactement. Donc, quand quelqu'un dit ça, ma parole a dépassé ma pensée, c'est parce qu'en réalité, il manque de contention des forces astrales qui tentent de l'assujettir à travers la pensée. C'est pas qui est derrière sa parole. Moi, je sais très bien qui est derrière ma parole parce que on s'habitue à sa parole, on s'habitue à son verbe. On ne dit pas toujours les mêmes choses. Par contre, on s'habitue tellement à sa parole qu'on remarque qu'elle aussi, elle évolue, cette parole-là. Comment elle évolue? Ben, elle va chercher des segments de vie et elle les ramène dans une simple expression comparativement à beaucoup de gens, ce qu'ils font. Plus c'est complexe, plus ça leur donne de pouvoir ou d'autorité parce que ça les protège. Alors que moi, plus c'est simple, plus je considère que l'homme va avoir accès à cette information-là pour ne pas occulter sa conscience et se poser la question, mais quand il me dit ça, est-ce que c'est ça ou ça veut dire cela? Donc, c'est beaucoup plus précis comme parole. Oui, dans la simplicité, parce que souvent la complexité amène la mystification de l'individu. Oui, et la fascination aussi. Donc, Exactement. les maîtres utilisaient beaucoup ça. Vous lisez la Bible et il y a personne qui comprenait. C'est tout un sujet à interprétation parce que la parole dans ce temps-là était codifiée pour ne pas trop permettre à l'homme de développer d'orgueil indirectement par rapport à ce que l'initié, le Nazarien, aurait pu dire. Mais d'un autre côté, cela a énormément nui aux individus parce que quand c'est libre à l'interprétation, il n'y a pas d'études. C'est juste des opinions, des points de vue. Moi, je donne jamais mon point de vue et je donne jamais mon opinion, à moins que je dise, ah, ce que je vais vous dire, c'est seulement une opinion.
parce que des fois, il faut aller dans le monde et parler avec le monde. Donc, pour ne pas les choquer, on va dire, bon, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Oui, parce que je comprends ce que vous voulez dire. C'est sûr que quand on parle notamment de la Bible, il y a eu beaucoup de symboles là-dedans qui ont porté à interprétation et je crois que les gens se sont perdus à travers ces formes-là au lieu d'apporter leur attention à la vibration qui pouvait s'y trouver derrière. Et c'est parce que c'est que l'homme, pour contester tout ce qui a été écrit jadis, doit avoir accès à sa parole. Il doit se retourner en haut à son esprit et dire, supposons, qu'est-ce que ça veut dire notre Père qui est aux cieux? Hein? Cette parole-là. Notre Père qui est aux cieux. Mais Mhm. c'est qui notre Père? Mais notre Père, c'est l'Esprit. Que ton nom soit sanctifié. Ben, t'es-tu là? Est-ce que tu es là, mon esprit? Aspect. Tu sais, les gens ont donné des paroles pour parler de l'esprit. Notre Père qui est la prière, on voulait savoir d'une certaine manière qui était l'autre côté. Ouais. Mais c'est ça, le problème avec la prière, c'est que les gens faisaient un monologue intérieur au lieu d'être en communication directe avec leur esprit. Oui, mais en général, les gens étaient en communication avec une entité du monde de la mort. Et c'est eux autres qui le priaient, sans le savoir. Parce qu'il n'y avait pas le verbe pour percer, puis aller chercher l'esprit. Donc, l'individu a été assujetti à plein de croyances, comme on disait que la prière, il y a quelqu'un qui va t'aider si tu pries, hein? Mhm. Ou tes vœux vont être exaucés. Mais ça faisait partie de l'endoctrinement de la conscience de l'homme à une parole qui était assujettie à des forces occultes. Alors que maintenant, l'homme va dire, si vraiment il veut parler de l'autre côté, là, s'il veut parler à des entités, il va tout simplement dire, il dira pas, j'aimerais ça parler avec des entités, parce que l'homme, ça veut dire que s'il aimerait ça parler avec des entités, ça veut dire qu'il est pas prêt à parler avec des entités. La première chose que l'homme va faire, il va poser la question, t'es-tu là, le double? Est-ce que tu es là? Il y a des gens qui n'auront jamais de réponse à ça. Et il y a des gens qui vont avoir des réponses à ça. Ou bien ils ont des réponses puis ils veulent pas l'entendre. Parce que la minute qu'il y a de la pensée, c'est parce que quelque part, il y a des entités qui produisent la pensée, tu sais. Oui, et donc il y a des gens qui vont vouloir entrer dans cette parole-là pour faire à croire que l'individu est en contact avec son double, alors qu'il est en contact avec avec les muses de l'astral, des anges, des guides spirituels ou d'autres entités, un mort qui circule près de sa maison. Et c'est ça la problématique. Parce que pour entrer dans la libéralisation ou libération de sa parole, vous devez savoir toujours à qui vous parlez. Quand vous parlez, vous adressez votre discours avec une entité du monde astral ou du monde mental. Donc, quand on adresse son discours, il faut savoir à qui on parle. Et ensuite, une fois que ça s'est établi, si vous n'êtes pas capable d'établir ça, regardez si ce qu'on vous dit est intelligent ou pas. Exactement. Ou sinon en faire une lecture vibratoire. C'est-à-dire que plus qu'on s'adresse à une entité de bas niveau, plus la vibration est basse. Moins il y a de vitalité, plus que l'énergie est lourde, plus que de l'émotionnel, plus qu'il y a du doute, ainsi de suite. Mais ça se résume encore, une entité de bas niveau, ça se résume encore à la vibration de l'intelligence. C'est la seule protection que l'homme peut avoir. Est-ce que c'est intelligent ce qu'ils disent en haut? Si, supposons, euh, vous attachez de l'importance à ce qu'ils disent, vous attachez de la croyance, ça veut dire que vous n'êtes pas intelligent et vous ne saurez jamais si c'est intelligent ou pas ce qu'on vous dit. Oui, je comprends ce que vous voulez dire dans le sens que si on met de la croyance en quelque chose, on est plus libre dans notre mouvement, on parle à fluidité. C'est cela. Par exemple, faites l'expérience de me poser une question en relation avec ce que votre esprit veut savoir sur la vie ou de la vie ou
pour servir le propos de cet entretien-là. Quelle serait la question que vous auriez? Est-ce que votre parole est libre? La mienne? Oui. Oui. Je dirais, pour ma conscience, je dis qu'elle est libre dans le sens que je peux parler de tout. Mm-hmm. Donc, si je peux parler de tout, je peux demander ou exiger du double de mon esprit, de me faire part de ce que je dois savoir maintenant pour le communiquer. Et si, supposons, j'ai une question et il ne veut pas répondre, je vais lui demander pourquoi il ne veut pas répondre. Et s'il n'est pas capable de me donner une réponse intelligente, je vais pas le tester, mais je vais plutôt le confronter lui-même dans son intelligence et lui exiger de savoir pourquoi l'information doit être retenue et qu'il me donne davantage d'informations par rapport à ce que l'homme doit savoir et s'il ne doit pas savoir ça. Prenez par exemple les OGM. Il faut faire très attention à ce que l'on dit par rapport aux OGM parce qu'il y a des forces occultes qui sont derrière cela. Et ça pourrait changer beaucoup de choses dans la société. Et ce n'est pas le temps de changer beaucoup de choses dans la société. Autre nuance, on pourrait parler du pouvoir occulte de savoir ce qui va arriver avec Israël et l'Iran. Et ça aussi, ça ne servirait absolument à rien à l'homme de savoir quand est-ce que le conflit va éclater, s'il éclate, s'il y en a un. Mais ça dépend, il est où. C'est sûr que s'il est ici au Québec, il est pas comme la personne qui est dans le feu de l'action en Irak ou en Iran, qui là, il pourrait être victime d'un bombardement. Mais le problème avec la société d'aujourd'hui, c'est que tout événement qui va se passer à un endroit va affecter le reste. À travers la médiation, mais c'est ça, la médiation des événements dans les médias de masse. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un que sa vie peut être potentiellement en danger parce qu'il se trouve actuellement en Irak ou en Iran, donc advenant qu'il y ait une guerre entre les deux, et pas dans le même contexte qu'un individu qui va regarder la situation à distance en Occident. Il y a des gens qui vont être fragilisés au niveau de leur conscience matérielle, leur conscience psychique, lorsqu'il va y avoir un conflit. Regardez le 11 septembre, à quel point cela a affecté l'Amérique. Ça a affecté énormément l'Amérique. C'est le plus gros choc depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'Amérique a connu. Et cela dicte la conscience de tous les êtres humains sur la Terre présentement en relation avec le terrorisme. Donc, un événement va isoler quel qu'il soit sur la Terre. S'il a un enjeu planétaire pour développer la conscience et permettre que la libéralisation de la parole se fasse, il y a des gens qui vont parler dans le futur pour expliquer aux gens ce qui se passe. Et possiblement que c'est à ce moment donné-là que les gens vont peut-être un peu plus s'intéresser à la parole vibratoire. Ils vont être fatigués d'entendre les mêmes discours. Ils vont savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour moi-même pour avoir plus d'identité et savoir ce que je suis et où je m'en vais. Et quand l'avenir de la Terre va devenir incertain, parce que là, il n'est pas incertain, l'avenir de la Terre. Il est très certain. La plupart des gens peuvent planifier qu'en 2020, l'économie de la Terre va être revenue, etc., etc. Mais lorsque l'avenir de la Terre va être incertain, c'est à ce moment-là que la libération de la parole va prendre son essor. Où les gens vont devenir plus esclaves de leur peur, puis sombrer dans certains cas dans la folie. Oui, c'est un bon point parce que la folie va ramasser tous ceux qui ne seront pas capables de supporter des chocs à venir qui vont se produire dans la masse et dans la société au niveau des chocs environnementaux et aux chocs même politiques. Et on regarde seulement le Japon et la Chine présentement qui sont à couteau tiré. Exactement, il y a des tensions. Sinon, le point que je voulais amener, c'était par rapport aux événements de nature catastrophiques ou à bouleverser l'individu. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont
aller dans une polarité ou l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont sombrer dans la crainte, la folie, le désespoir, ou au contraire, ils vont s'élever et ils vont développer une force de volonté pour être capables de faire face à l'adversité. Oui, ils vont développer des mécanismes que l'ego a pour faire face à ce qui va frapper à leur porte. C'est certain que l'homme n'est pas équipé suffisamment en esprit pour faire face à ce qui va frapper à sa porte demain. Par contre, il y a de l'information qui circule et les gens vont aller voir cette information-là lorsque ça va vraiment aller mal. Peut-être que vos conférences ou ce que vous avez fait dans le passé va être plus intéressant pour les gens lorsque ça va vraiment aller mal que ça l'est aujourd'hui. Parler de la libération de la parole en 2012, c'est bon pour ceux tout simplement qui veulent avoir une compréhension élargie de où l'homme est rendu dans sa conscience. Il y a plusieurs personnes qui vont dire pourquoi est-ce que lui il dit que il est libre dans sa parole et moi je constate qu'il ne l'est pas. Ça, c'est votre point de vue. C'est le point de vue de l'homme. On n'a pas à se mesurer, on n'a pas à se comparer. Quand on pose la question, on doit savoir qui il parle, qui parle à travers soi. Est-ce que c'est sa conscience qui parle à travers soi ou c'est la conscience d'une entité cosmique ou une entité astrale? Parce que moi, je fais très attention dans les années à venir. Je crois que l'individu va devoir reconnaître sa parole non pas par la canalisation, mais par la vibration. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire une différence ou si vous voyez une différence dans ça. Ben, justement, j'allais vous questionner là-dessus pour savoir qu'est-ce que vous entendez, parce que c'est sûr que moi, à première vue, je vois une certaine... pour moi, c'est quelque chose de synonyme. OK, donc canalisation, ça c'est le premier mot que j'ai mentionné, et le deuxième, j'ai parlé de vibration. Ouais. Donc, quand vous êtes dans la canalisation, vous acceptez que quelqu'un parle à travers vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, en général, quelqu'un qui fait consciemment de la canalisation, mais la plupart d'entre nous en font inconsciemment. Donc, il y a des gens qui parlent à travers eux, mais les gens le savent pas. C'est ça. Ouais. Ça, c'est un courant qu'on a utilisé beaucoup dans le passé pour démontrer que la pensée venait d'ailleurs et que, à travers la pensée, il y avait quelqu'un qui créait cette pensée-là, qui était à l'origine de cette pensée-là. Et l'origine de cette pensée-là, c'est quelqu'un qui parle. C'est un créateur. On est d'accord? Ouais, ou des forces du monde de la mort qui répètent des choses qui ont été déjà créées par le passé. Et dans ce cas-là, c'est une entité, c'est ça, une entité astrale qui va émettre par vibration astrale, OK, ce qu'elle sait de la vie et elle va vouloir vous l'imposer. Par exemple, ceux qui faisaient de la canalisation comme des entités spirituelles comme Ramtha, puis Edgar Cayce, puis Nostradamus, c'était tout de la canalisation avec des entités astrales. C'est ça? C'est réel? Oui. Donc, quand on va parler de vibration, moi, j'ai pour mon dire ceci. Si l'homme est dans sa vibration, il va parler vibratoirement avec son double ou l'esprit. Son esprit, c'est lui, en d'autres mots, et c'est une unification qui se fait. Donc, il n'y a pas de séparation entre l'unification et soi-même, donc il n'y a pas de canalisation. C'est une vibration qui est émise et non une canalisation parce que vous êtes dans le savoir de votre esprit. Vous n'avez pas à aller chercher quelque chose qui est séparé de vous-même, c'est déjà intrinsèque à votre conscience. Oui, vous l'entendez ici dans le sens que la canalisation, c'est de canaliser quelque chose qui est extérieur à soi. Et qui peut être un peu distant à soi. Je sais que canalisation pouvait faire l'affaire de la 20 ans, lorsqu'on parlait de conscience supramentale, du développement de la conscience supramentale. Mais je me pose la question aujourd'hui, serait-il mieux de parler de vibration pour définir la conscience supramentale de l'homme
qui n'est pas non pas séparé de l'esprit, mais unifié par la fusion ou unifié par d'autres mots qu'on peut appeler à la cellule atomique de sa conscience, qui est l'esprit, en d'autres mots. Donc l'homme est cellulaire, mais il fait partie du tout, il n'est pas séparé de ce tout-là. Et c'est ça qui va permettre la libération pour moi de la parole, parce que l'homme ne se sentira pas séparé des intelligences qui viennent d'ailleurs, qui ont créé l'homme, qui sont à l'origine de sa programmation, qui sont à l'origine de tout ce qui se passe sur la Terre. Il va être beaucoup plus près parce qu'il n'y a pas d'interface. Il n'y a pas à passer à travers son double. Il est le double. Oui, ben ici, je trouve que vous rejoignez une vision qui va être immanentiste de l'être humain, c'est-à-dire que l'absolu, là je vais le prendre un peu dans des termes philosophiques, mais ça peut être intéressant quand même de s'y attarder, c'est que l'absolu est immanent au relatif, c'est-à-dire que la totalité, le tout, est dans la partie, et à ce moment-là, l'individu n'est pas séparé du tout, mais en étant un avec le tout, ben il a accès à tout. C'est ça, il est universel. Oui. L'intégralité de la conscience de l'homme va descendre dans le développement de sa parole, dans l'appointement de sa conscience aux origines de la pensée. Quand vous avez une conscience très, très définie, vous n'avez même pas à poser la question si c'est intelligent ou pas. Avant même que la pensée descende dans votre esprit ou dans le corridor de votre intelligence, vous savez que cette pensée-là n'est pas intelligente, elle vient de l'astral ou elle vient d'une entité qui peut faire partie des intelligences cosmiques ou qui peut faire partie tout simplement du double de votre esprit. Exactement, mais le phénomène que vous nommez, c'est l'instantanéité de l'accès au savoir. Un peu comme si, quand on commence à se poser une question, on n'a même pas le temps de la finir et la réponse survient dans notre esprit. C'est cela. C'est cela. Oui, ben c'est intéressant. Parce que si l'homme n'a pas accès à la vibration de sa parole et qu'il la canalise, il n'aura jamais la certitude pour lui-même, je ne dis pas pour les autres, là. Il n'aura jamais la certitude qu'il a été intelligent seul. Quand on canalise, est-ce qu'on peut avoir la certitude qu'on est intelligent seul? Surtout pas dans le sens que si la personne canalise comme autrefois ça se faisait, donc la personne entre dans un état de transe puis elle va canaliser par exemple l'archange Michael et elle est inconsciente alors qu'elle canalise parce qu'elle laisse son corps à une entité, c'est sûr qu'elle peut pas être consciente si elle a été intelligent ou non. Si je demande à mon double, par exemple, la canalisation, supposons que je veux canaliser l'intelligence à travers la canalisation, et je lui pose la question, est-ce que vibration est plus approprié pour moi? Il dit oui, pour vous, c'est plus approprié. Il dit pour d'autres, ça va être canalisation, et ça peut, par contre, permettre une interprétation. Et là, il faut dire, oh, mais est-ce que c'est une entité astrale ou une entité mentale qui est derrière la canalisation? Alors que lorsqu'on parle de vibration, on parle jamais au niveau de la parole, l'homme vibratoire qui va parler, on ne peut pas parler d'entité astrale, c'est déjà su, on est déjà dans l'absolu, l'intégralité que l'homme fait référence au savoir de la vie et non pas à des connaissances. Et est-ce que ce discours-là va résonner un peu plus dans les années à venir pour ceux qui vont vouloir développer leur conscience? Est-ce que ça va servir? J'en ai rien à foutre. Tout ce que je dis, c'est cela. Oui, exactement, parce que ce qu'on dit, on le dit pour soi. L'avenir de l'humanité, son évolution, ça y appartient. On n'a pas à prendre en charge le destin de l'humanité sur ses épaules. Je ne le dis pas pour soi non plus, par contre. Il y a une grande nuance entre ce que je pourrais dire. Parce que si on le dit pour soi, c'est parce qu'on veut se convaincre. Parce que... Ah, c'était pas dans ce sens-là que je l'entendais. C'était plus dans le sens de se savoir. Oui, parce que le savoir, ça ne se parle pas pour soi-même. C'est un soleil, le savoir. Mm-hmm.
Et le soleil, il ne rayonne pas pour lui-même, il rayonne tout simplement. C'est une vibration, le savoir. C'est un rayonnement. Et si vous faites des émissions et des entrevues avec des gens, c'est non pas pour rayonner pour vous-même, mais c'est parce que dans le rayonnement de l'échange avec quelqu'un d'autre, vous êtes dans l'étude de ce qu'on peut appeler quel sera le devenir de l'homme de demain. On ne demande pas quel sera le devenir de la race humaine. La race humaine, c'est l'âme, on la connaît. Mais quel sera le devenir de l'homme de demain, l'homme supramental? Mais si la personne n'est pas dans la libération de sa parole, elle ne peut même pas avoir accès à ce que l'homme doit être demain. C'est impossible. Ben, c'est-à-dire que la personne doit être suffisamment libre pour être capable de le canaliser ou de le vibrer, tout dépendant la terminologie qu'on emploie ici. Oui, parce que si je reprends canaliser la réponse, moi j'aime mieux que vibrer la réponse. Parce que vibrer la réponse, c'est vibrer le devenir de l'homme dans le futur. Alors que canaliser, ça relève encore de l'immédiateté. La vibration, ce n'est pas seulement de l'immédiateté, c'est aussi un devenir. C'est une vision. Est-ce qu'on peut canaliser une vision, d'après vous? Ben, ça dépend, parce qu'il y a des médiums qui ont canalisé des visions de l'avenir, si on pense notamment à Nostradamus. Ah oui, mais ça, c'est des visions pour le devenir de l'humanité, de l'âme, pas pour le devenir de l'homme. Je fais la nuance entre le devenir de l'homme et le devenir de l'humanité. Le devenir de l'humanité, c'est la programmation qui doit se poursuivre, c'est-à-dire le circuit involutif de l'homme jusqu'à temps que l'âme soit suffisamment raffinée pour connaître l'esprit. Mais le devenir de l'homme, c'est quoi? C'est l'interpellation de cette conscience-là qui doit un jour retourner dans les éthers galactiques de d'autres galaxies pour éduquer les peuples dans ces civilisations-là de l'avenir d'une nouvelle destinée par rapport à l'homme sur la Terre. Les gens doivent être informés de ce que l'homme va vivre sur la Terre. Il y a beaucoup de gens qui étudient l'homme et ils se demandent est-ce qu'on va amender la race humaine à un moment donné parce qu'ils sont très retardataires pour notre galaxie avec toute la pollution qu'ils causent sur cette planète-là. Ils sont devenus un peuple dangereux. Et non, ils ne sont pas devenus un peuple dangereux parce qu'il y en a qui peuvent parler et ils sont rassurés par ça. Ce que vous dites ou ce qui est dit ici sur Terre est entendu sur les plans. Il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre ça, mais l'homme ne parle pas simplement pour l'homme de la race humaine. Il parle pour le devenir de l'homme sur les autres espaces-temps, parce qu'un jour, l'homme sera jupitérien, donc il n'aura plus besoin de corps matériel et il se déplacera dans d'autres espaces-temps pour éduquer l'homme ou éduquer d'autres races de ce que doit être l'évolution d'une race. Et l'évolution d'une race va passer par la parole. Oui, mais là, c'est sûr qu'on va loin là, dans le sens qu'on pourrait même parler du futur de l'homme intergalactique. Là, on pourrait aller très loin là-dedans. Mais par rapport à tout ça, pour pas s'égarer de ce qui est la réalité qui est plus proche de nous autres, terre à terre, en lien avec ce que vous dites, ça me fait beaucoup penser au fait qu'il a déjà été mentionné qu'actuellement sur Terre, il y a des individus qui parlent pour les morts et les vivants. Et comme le mentionnait entre autres Bernard de Montréal, les vivants, à un moment donné, vont instruire le monde de la mort. Fait que j'ai l'impression qu'à plus court terme, l'être humain va instruire les individus décédés qui appartiennent au plan astral plutôt que les autres civilisations du cosmos. D'accord. Je fais le pont entre ce que vous dites. Quand tantôt vous disiez que on allait peut-être trop loin parce que je comprends pour rester à l'intérieur du propos. Mais vous savez que pour éduquer les morts, il faut aller plus loin que les morts. Oui. Et c'est comme ça que les morts savent reconnaître la libération de la parole dans l'homme. Ils vont dire,
comment ça se fait que cet homme-là sait des choses que moi je ne sais pas? Pensez-vous vraiment que les anges en haut connaissent le devenir galactique de l'homme? Ils n'ont aucune idée. Donc, eux aussi doivent être éduqués. Oui, ben le point que vous amenez est intéressant parce que ça nous amène à recadrer la relation entre l'humain et l'invisible. Dans le passé, l'être humain était enseigné par les anges, les êtres spirituels, les divinités, les entités du monde de la mort. Et là, la relation est sur le point de s'inverser pour l'homme qui se conscientise. L'homme n'enseignera pas à l'occulte ou aux morts. L'homme n'enseignera pas. Il va les éduquer de qui ils sont. Il y a une grande nuance entre éduquer et enseigner. Par exemple, celui qui est dans la libération de la parole éduque. Celui qui enseigne jase, il parle, il communique ses connaissances. Alors que celui qui éduque aura la capacité dans sa parole de faire vibrer le monde de la mort et d'élever la vibration du monde de la mort en leur disant qui ils sont. Les anges sont très contents d'apprendre ce soir qu'il y a des hommes qui vont parler sur la terre et qui vont leur dire qui ils sont. Et il y en a, pour la plus grande majorité, ils ne sont pas contents. Oui, et le problème que j'ai ici, c'est que je constate que, et peut-être c'est la même chose pour le matériel que vous produisez, c'est qu'il y a très peu de gens sur Terre actuellement qui sont concernés par les propos qu'on tient, et j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt aux êtres dans l'invisible. Non, parce que beaucoup de gens qui se posent la question sur la Terre présentement, est-ce que ça donne quelque chose de développer sa conscience? Oui, ça donne quelque chose. Excusez, parce que ça vous amène à développer votre parole et à développer votre relation avec le savoir. Il y a des gens qui vont dire, mais il est complètement capoté, cet individu-là, il devrait le rentrer à la grande bâtisse, alors qu'il y a d'autres qui vont dire, ah, c'est vraiment intéressant ce qui est dit ce soir. Oui, ben tout dépendant comment est la personne, parce que tout est reçu selon la forme du récipient. Oui, puis il y a des gens qui ont beaucoup, qui ont la soif de savoir, parce que ils souffrent énormément dans leur vie. Ils se posent la question, oui, moi j'ai rencontré tel individu, il me dit qu'il est dans la parole, il est libre, et que finalement il me traite comme de la merde. Comment ça se fait-il que je m'en vais chez moi après ça, et cet individu-là, je sens pas que moi je suis petit, lui il est grand. Est-ce que c'est vrai ça? Ben oui, il y a plein de gens qui se font dominer par d'autres sous des beaux discours de libération, parce que les gens, ils voient juste la forme. Tu sais, la personne peut dire, je vais te libérer, mais objectivement, ça se peut que ça soit pas réel. Et est-ce que ça on le voit même dans des gens qui sont dans la conscience? On le voit dans tous les milieux, que la personne soit dans le supramental, dans la haute spiritualité, dans le nouvel âge, dans la religion, peu importe, on voit ça partout. On le voit partout. Et comment on va pouvoir savoir que l'individu qui parle ne nous domine pas? Comment vous pourriez faire la distinction, vous, que l'individu qui vous parle ne vous domine pas? C'est très simple, ça s'évalue à la capacité de respect qui est capable de faire preuve à notre égard, c'est-à-dire en étant capable de respecter qui qu'on est, sans vouloir s'imposer à nous, puis comme vous le mentionnez, nous dominer. Là, c'est sûr que là, je tourne un petit peu en rond, mais... Oh, c'est en plein ça. Ouais. Vous tournez pas en rond. Moi, je considère que c'est ça. Si la personne, comme vous dites, a la conscience d'être avec vous, dans ce que vous voulez vivre ou dans ce que vous vivez, elle est déjà dans le respect de qui vous êtes. Donc, elle a déjà la préséance de savoir que ce qu'elle sait de la vie est seulement important si vous devez le savoir et le partager. Si vous ne devez pas le savoir et le partager, elle va le garder pour elle-même parce qu'elle ne voudra pas vous en faire sentir ou de vous parler de quelque chose que votre esprit ne peut pas absorber et que dans 2 soirées, plus tard, vous vous faites attaquer par les plans astrales parce que là, vous êtes toutes mélangées par rapport à ce qu'on vous a dit. Exactement, parce que sa capacité de respect va faire en sorte qu'elle va être capable de contenir son mouvement, qu'elle va être capable de se mêler de ses affaires. Oui, parce que la libération de la parole, si on revient au thème,
passera toujours par la capacité de l'homme qui dit qu'il est dans la libération de la parole, de respecter l'autre, mais aussi de connaître le cheminement absolu de l'autre. Le cheminement absolu, ce n'est pas ce que l'autre doit vivre. C'est que le cheminement absolu de l'autre, c'est de savoir, est-ce que cette personne-là, OK, est initiable ou pas? Est-ce qu'elle va connaître l'esprit ou pas? Moi, pensez-vous que je vais parler avec quelqu'un quand je sais qu'il ne peut pas connaître l'esprit? Je vais tout simplement lui faire la jasette, lui dire, ah, il fait beau aujourd'hui. Oui, c'est une belle journée. Ah ben, j'espère que vous allez cueillir des belles pommes. Non, exactement. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est juste au niveau de l'âme, on y parlera pas au niveau de l'esprit parce que c'est comme si on y parlerait en chinois, il comprendra pas. Ça fait pas partie de son registre de lecture vibratoire. Et c'est ça. Puis nous dans cette forme-là, qu'est-ce qu'on fait aussi? On impose une vibration que lui ne peut pas absorber. Et ça, c'est très dangereux. Oui, dans le sens que ça peut entraîner des chocs. Oui, ça peut entraîner des chocs et ça peut amener l'individu au niveau comme je vous donne une mesure de qu'est-ce qui se passe quand on parle à quelqu'un. Premièrement, l'individu arrive devant vous avec sa psyché. Dans sa psyché, il peut y avoir beaucoup d'astralité, peu d'astralité, ou un peu d'esprit, ou un peu de conscience, indépendamment. Donc, vous, si vous êtes par rapport à votre conscience dans la libération de la parole, ça veut dire possiblement que vous avez seulement un cadre psychique mental qu'on appelle l'esprit. Donc, ce rayonnement-là crée un magnétisme sur la conscience de l'autre, et le magnétisme que vous créez sur l'autre peut l'assujettir à votre vibration. Et c'est une forme de domination. Donc, c'est intéressant ce que vous décrivez. Donc, à ce moment-là, celui qui a la plus forte vibration dans les deux, c'est-à-dire qui est plus dans l'esprit que dans l'âme, il a la responsabilité de la parole. Et voilà. Il a entièrement la responsabilité de la parole. Il ne peut pas amener l'autre sur un territoire où il sait que son ego va être malmené éventuellement par rapport. Par contre, si quelqu'un vous pose la question par rapport à tel événement de sa vie et vous lui donnez la réponse parce que vous savez que il doit connaître la réponse parce que éventuellement l'astral veut profiter de sa faiblesse pour se grandir, vous allez lui donner la réponse parce que l'intelligence de l'homme protégera toujours l'homme dans sa parole. Mais l'homme ne peut pas aider l'homme. Il va tout simplement lui dire ce qu'il sait en relation avec ce que l'autre peut absorber et lui permettre d'alléger peut-être un peu sa souffrance. Mais on n'enlève pas la souffrance de l'autre. C'est le savoir qui allège la souffrance de l'autre. Là, la distinction est importante à faire entre les deux parce que ça nous libère de l'illusion qu'on peut sauver un autre être humain ou l'éveiller. C'est ça. La libération de la parole va permettre à l'homme d'avoir accès à de l'information dont il doit avoir pour se construire un devenir libre. Si ce n'est pas pour se construire un devenir libre, ça veut dire que l'orgueil de celui qui parle est très présent et il aura cet individu-là à se corriger avec le temps parce qu'il va se retrouver seul. Et quand l'homme se retrouve seul parce que les gens ne veulent plus le rencontrer, il y a un problème. Exactement. Et dans le fond, par rapport à la parole qui peut être vibratoire, est-ce que de votre point de vue, c'est intelligent que ça circule sur Internet dans le sens que, comme on le mentionnait tantôt, ça peut aboutir chez des auditeurs qui ont la capacité de contenir ça et d'autres non? C'est une très bonne question de savoir pourquoi est-ce que l'homme qui a la libération de la parole peut parler sur Internet et faire des entrevues ou encore faire d'autres... pourquoi est-ce que ça doit être sur l'Internet ou ça doit être sur le net? Puis qui aura accès à cela? Ce n'est pas important qui a accès à cela. Pourquoi? Parce que
le médium de l'Internet est un médium construit en relation avec la circulation de l'information. La vibration dicte l'agenda. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus là-dessus? La vibration dicte quelle est la raison pourquoi la lumière a-t-elle décidé que ce nouveau rayonnement d'énergie au niveau de la libéralisation de l'information se produise après 1990. L'Internet n'est pas arrivé avant, est arrivé en gros en 1990, et présentement nous avons accès à toutes sortes de médiums d'information pour faire circuler l'information. Je pense à Twitter, etc. Ce qui est important de savoir, c'est l'agenda. L'agenda, c'est de faire circuler l'information. Donc, si l'information doit circuler, elle doit permettre à l'homme de se construire lui-même un pont entre son esprit et l'intelligence. Donc, s'il va sur un site Internet et il dit « Ah, ça, c'est pas intelligent et ça, c'est intelligent », il y a beaucoup plus de rapports de force. Les gens sont beaucoup plus en contact avec d'autres rapports de force que jadis. Et c'est cela, l'Internet. C'est de créer des rapports de force. Et si quelqu'un va sur le site et il écoute cette entrevue-là, il va avoir un rapport de force entre lui et sa conscience. Et il est fort possible que jamais, si l'Internet n'avait pas existé, il n'aurait pas eu accès à ce rapport de force-là. Et c'est pour ça que l'agenda est très simple. C'est faire circuler l'information, parce que la vibration de la lumière veut tout simplement permettre à l'homme non pas d'élaborer un consensus, mais que lui se définisse plus rapidement dans sa parole. Mais en même temps, si l'agenda, c'est de faire circuler l'information, d'un autre côté, c'est sûr que on va pas ça apparaître non plus dans les médias de masse présentement, le type d'information qu'on parle depuis tantôt, là. L'agenda, c'est de faire circuler l'information, et le mandat, c'est l'homme qui l'a. Et c'est quoi le mandat de l'homme? C'est de se définir dans sa conscience si ce qu'il entend sur l'Internet est intelligent ou pas. C'est intéressant, ça. Oui, parce que ça l'amène à développer sa capacité de discernement. Et voilà, le discernement, c'est ça. Et justement, par rapport à ça, est-ce que les jeunes, plutôt que les individus plus âgés, seraient davantage propices à connaître la libération de la parole? Non, il n'y a pas d'âge pour ça. OK. C'est certain qu'un jeune homme qui a 21 ans, 22 ans, ne peut pas être trop exposé à de la conscience. Il y en a qui vont l'être, mais ils ne peuvent pas trop l'être parce que leur ego n'est pas assez ferré encore pour traiter avec l'invisible. C'est ça. En général, l'individu va rentrer en relation avec des entités ou ce genre de discours supramental vers 27-28 ans pour la simple et unique raison qu'il aurait vécu suffisamment d'illusions dans sa vie pour se poser des questions réelles en relation avec sa vie et où sa vie doit aller. À 21 ans, la plupart des gens ont un ego, ils veulent aller à l'école et ils sont convaincus qu'ils vont réussir dans la vie et ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais si la lumière est derrière et décide de les casser dans leur ego, ils vont vivre des chocs de vie à 26, 27 ans et là, ils vont se poser des questions initiatiques parce que leur vie va tourner en rond et ils vont dire tout simplement, mais la vie, c'est de la merde et ils vont avoir raison, mais ils vont vouloir pourquoi. Et quelqu'un qui est intelligent veut comprendre. C'est bien beau de dire la vie, c'est de la merde, mais il veut comprendre pourquoi la vie est de la merde. La vie, c'est de la merde parce qu'il y a trop d'informations qui est retenue contre l'homme. Ouais, dans le sens que l'esprit, puis le mensonge cosmique, puis la situation de quarantaine planétaire fait que l'être humain n'a pas accès à la multidimensionnalité de son être. C'est cela. Puis ayant été dans l'esclavage de sa pensée pendant des âges, il n'a jamais développé d'identité. Donc, en n'ayant pas d'identité, tu es obligé de t'en remettre à la société ou aux religions pour savoir où est-ce que ma vie s'en va. Ça devient existentiel,
Mais ce courant existentiel-là mène souvent à la spiritualité. Et la spiritualité te fait prendre contact avec les mondes occultes ou les mondes parallèles, ou tout comme l'ésotérisme. Et si tu restes prisonnier de la spiritualité et de l'ésotérisme, ben, tu restes toujours prisonnier d'un petit maître au-dessus de toi, parce que c'est ça, la spiritualité et l'ésotérisme. Alors que la conscience supramentale, c'est entrer dans l'intelligence de sa double partie cosmique. Exactement. Par rapport au développement de vie de l'individu, parce que ce que je comprends de ce que vous dites, c'est plus vers la fin de la vingtaine, donc 27, 28 ans, que l'individu peut entrer en contact avec le matériel supramental. Donc, de votre point de vue, est-ce que l'être humain est déterminé, parce qu'il y a plusieurs approches et plusieurs écoles, il y en a une qui va dire que l'être humain vit des cycles de 7 ans. Donc, il va avoir de 0 à 7 ans, 7 à 14, 14 à 21, et de 21 à 28 qui va marquer un cycle, et par la suite de 28 à 35 un autre cycle. Est-ce que vous avez une vision dans laquelle l'individu est déterminé par des cycles? Ah, c'est définitif. De 0 à 7 ans, c'est tout le développement de l'ego qui est en place. De 14, de 7 à 14 ans, c'est tout simplement l'assise de l'ego qui se découvre ses talents. L'ego trouve ses talents. De 15 à 18, ou 15 à 21 ans plutôt. En fait, c'était 14 à 21 ans. 14 à 21 ans, c'est simplement l'acquisition des connaissances de l'ego pour se donner une direction. Et de 21 à 28 ans, c'est la consolidation de cet ego-là pour savoir ce qu'il va faire dans la vie. Et quand il vit le choc existentiel, parce qu'à 26 ans, il y a un accident, puis il est paralysé, là, il vit un choc existentiel, ou peut-être pas paralysé, c'est énorme, excusez, mais il se pourrait qu'il lui arrive quelque chose, un parent meurt, et il se pose des questions sur la vie. Et là, c'est là que la consolidation de tout ce qu'il avait bâti de 0 à 27 ans ou à 28 ans tombe. Donc, il est très, très rare que l'individu va vivre des chocs entre 7 et 14 ans, la mort de quelqu'un, et on va y expliquer ça d'une façon très intelligente. On commence. Donc, si on commence à éduquer les enfants ou les jeunes par rapport à l'esprit et à la pensée vient d'ailleurs, il est certain que le processus du développement de l'ego va s'altérer parce que la programmation de l'ego à travers cette conscience-là va être moins lourde ou moins présente parce que l'âme va avoir moins d'assises et l'esprit va être beaucoup plus présent dans les âges de 21 à 28 ans. Vous, votre esprit, à quel moment donné l'avez-vous rencontré pour la première fois que vous pouvez dire réellement, c'est ça que je vais faire dans la vie? Est-ce que vous vous rappelez? Ben, dans le fond, ce que je pourrais dire, c'est que moi, j'ai vécu un choc à 17 ans. Mon père est décédé. Et tranquillement, j'ai commencé à écrire. Et puis, à un moment donné, ça me parlait, mais c'était pas clair. Ça a été vraiment à l'âge de 28 ans que je peux dire que ça s'est clarifié suffisamment pour avoir une lecture beaucoup plus précise de ce que je vivais qu'avant. Ah, c'est ça. Alors que si vous avez... Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était là depuis 17 ans. C'est que ça s'est raffiné, ça s'est travaillé dans le temps. Donc, vous avez eu un choc de vie plus jeune que la plupart des gens parce qu'ils préparaient déjà la rencontre de l'esprit éventuellement. Alors que il y a des gens qui vivent absolument rien dans leur vie. Donc, sans choc de vie, y a-t-il évolution? La réponse est non. C'est le choc de vie ou la souffrance qui amène l'homme à se poser des questions. Si vous ne souffrez pas, vous ne posez pas de questions, vous allez au Centre Bell et vous allez voir Madonna. Non, c'est ça, exactement. Généralement, l'âme qui ne souffre pas, elle s'intéressera pas à écouter des enregistrements comme on le produit, qu'on le fait présentement. Et c'est important pour l'individu de savoir quand est-ce qu'il a rencontré son esprit pour la première fois. Parce que la rencontre de l'esprit pour l'homme marque le début de l'éveil de son ego
à sa grandeur, à sa véritable grandeur. Moi, la première fois que j'ai vécu ça, j'avais probablement 17, 18 ans. Et un jour, j'ai su que j'allais écrire des livres et donner des conférences. J'étais là, à un moment donné, je marchais et j'ai dit, ah, un jour, je vais donner des conférences et je vais écrire des livres. Mais est-ce que j'ai voulu faire ça? J'ai complètement oublié ça. Ça m'est revenu simplement vers l'âge de 37, 38 ans, quand j'ai commencé à donner des conférences. Ah, c'est vrai. Ou quand j'ai écrit des livres, ah, c'est vrai, j'avais déjà eu cette forme-là de moi-même, jadis. Dans le sens que vous étiez programmé pour ça? Ah, on est tous programmés pour vivre de la puissance ou de l'impuissance. Et si on est programmé pour vivre de la puissance, on va connaître l'esprit. Et quand on va connaître l'esprit, on va tasser l'astral et tranquillement sa parole va descendre. Et quand sa parole commence à descendre, on a besoin de s'ajuster à sa parole et de vibrer à sa parole pour savoir si cette parole-là est intelligente ou pas. S'il y a la vibration de l'intelligence dans sa parole, il y a la liberté dans sa parole et il y a la libération de la parole. Exactement. Et ça, c'est un autre élément qui peut être intéressant à aborder, c'est-à-dire dans la vie d'un individu qui est appelé à devenir un homme conscient ou une femme consciente, est-ce que c'est déjà prédéterminé avant la naissance que ça se produise? Oui, l'individu ne peut pas descendre sur la terre et avoir une programmation qui ne lui permettra pas de rencontrer l'esprit. S'il doit rencontrer l'esprit, c'est déjà inscrit. Si ce n'est pas possible pour lui de rencontrer l'esprit, il ne peut pas, sinon il va vivre la folie. Parce que le choc de la conscience du réel ne sera pas supporté dans son ego et cela va tout simplement créer chez lui la folie. Moi, là, je peux vous dire, si j'avais pas été programmé pour vivre de l'intelligence ou programmé pour connaître l'esprit, je serais probablement fou parce qu'avec toute l'information que j'ai accès, comment puis-je faire la différence entre le réel, le savoir et l'intelligence et ensuite aller vivre ma vie, prendre mon petit café, lire la presse ou le devoir et tout simplement avoir une vie très équilibrée en harmonie avec tout ce qui se passe. Ce serait impossible parce que à un moment donné, l'ego ne serait pas capable de dompter l'occulte et l'homme doit avoir de la libération dans sa parole pour dompter l'occulte. L'occulte, c'est qui l'occulte? C'est toutes les forces astrales qui veulent pénétrer sa conscience pour lui faire dire finalement qu'il est petit et que eux, ils sont intelligents. Exactement. Puis c'est aussi le plan mental, dans le sens qu'il y a à faire éventuellement une lutte entre lui et son esprit. Oui, ben, le rapport de force, hein? Exactement. Le rapport de force entre l'esprit et sa parole. Et l'esprit de l'homme est intelligent, mais il ne sait pas comment l'homme sera intelligent lorsque lui entrera dans la libération de sa parole, parce que les forces de la lumière, lorsqu'ils ont créé l'homme, n'avaient pas la mesure exacte de ce que donnera l'homme qui se conscientise et qui peut parler aux morts et qui peut éduquer les morts et en plus de cela, être capable d'aller chercher sur les plans invisibles de l'information qui vont permettre à l'homme de comprendre instantanément qu'est-ce que c'est d'aimer l'homme. Et l'amour que l'homme va descendre demain pour l'homme, parce qu'il va aimer l'homme avant les forces, n'a pas de mesure au niveau de la vibration, parce que c'est en train de se produire et ça se produira davantage dans les 100 prochaines années pour permettre à l'homme de donner une direction assurée à la Terre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont penser que l'homme n'aime pas l'homme et que la destinée de l'homme dépend d'un être, un messie venu d'ailleurs. Non, la destinée de l'homme ne dépend pas d'un messie venu d'ailleurs, elle dépend de l'amour que l'homme, que pas canalisera, mais vibrera dans sa conscience pour protéger l'homme de l'occulte et des mensonges et de tous les maîtres qui veulent se présenter à l'homme. Et ça, il va y en avoir dans les années à venir.
Ouais, d'un côté, vous parlez de l'amour de l'homme pour l'homme, mais en même temps, comme on le mentionnait tantôt, vous disiez aussi que l'homme ne peut rien pour l'homme. Oui, l'homme ne peut rien pour l'homme. L'homme ne peut pas aider l'homme. Ouais, mais s'il peut l'aimer. L'homme n'aime pas l'homme en tant que tel. C'est l'énergie de l'amour qu'il a pour l'homme. Pas un homme en particulier, mais pour l'homme. Dans le sens de l'humanité? Non, pas dans le sens de l'humanité, dans le sens de l'homme, la race de l'homme. La race de l'homme, c'est qui la race de l'homme? La race de l'homme, c'est le devenir conscient d'une nouvelle atomisation de la cellule qui a permis d'incarner une âme dans un corps matériel pour donner en main propre à l'homme la liberté de devenir ce qu'il doit être. Mais il ne peut pas devenir ce qu'il doit être parce que les forces de la noirceur, luciférienne et satanique, ont pénétré sa conscience pour lui enlever sa liberté. Et quand l'homme va aimer l'homme, il va redonner à l'homme la liberté. C'est ça, aimer l'homme. Il va lui donner les outils pour qu'il puisse avoir accès lui-même à sa liberté. Il va tasser le mensonge et il va lui donner l'information. Il va pas lui donner, il va la partager. Parce qu'il y a rien à donner. Ça se comprend-tu, ça? Dans le sens qu'il va lui partager l'information, mais en bout de piste, il peut pas faire le travail à la place de l'autre individu de se dépolluer. C'est cela. Donc, ne peut rien pour l'homme, vous êtes d'accord? Oui, dans ce sens-là, mais c'est complexe à suivre. C'est complexe, mais est-ce que ça s'est compris? Est-ce que c'est que l'homme qui aime l'homme va permettre à cet homme d'avoir accès à de l'information qui va lui donner instantanément sa liberté. C'est quoi instantanément sa liberté? Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais voir quelqu'un et il souffre beaucoup. Mm-hmm. Et je lui dis, je suis là. Et je le prends près de moi et je lui dis ce qu'il a à entendre par rapport, supposons, oui, mais ma mère, elle est morte et je souffre énormément du fait que ma mère est morte. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre par rapport à ça? Si, supposons, vous aimez l'homme, vous allez tout simplement dire, oui, votre mère est morte. Par contre, vous devez vivre votre vie. Et ce n'est pas dans le vivre votre vie qu'il va comprendre, ah ben là, j'ai une vie à vivre. Non, c'est dans la vibration de l'amour que vous allez partager avec lui qu'il va sentir qu'effectivement, il y a quelque chose qui va changer, son mental va changer de vibration, parce que vous allez créer de l'espace autour de sa tête pour que l'entité de sa mère qui vient le basculer à tous les jours pour lui dire, oui, mais ma mère est morte, qu'elle mange de la merde, ta mère. L'homme qui aime l'homme ne dira pas nécessairement ça, parce qu'il sait qu'il peut pas absorber qu'elle mange de la c'est ça, l'autre personne va se sentir brusquée puis insultée, sinon. Non. Donc, l'amour, ce n'est pas nécessairement ça. Il va tout simplement lui dire ce que j'ai dit. Oui, votre mère est morte, mais vous avez une vie à vivre et je peux voir déjà vos talents qui sont les suivants. Il va dire, vous avez une capacité d'aller dans les sciences, aller dans les sciences. Il va lui donner une direction, il va l'orienter, mais c'est à l'autre homme de choisir si c'est ça qu'il veut faire. Est-ce que vous comprenez ce que c'est aimer l'homme? Oui, dans le sens que la personne peut lui, dans le fond, l'aider à se rebrancher à sa créativité puis à faire ce qu'elle doit faire au lieu de rester accrochée après la mémoire de sa mère décédée. Il va entrer dans son champ d'énergie pour créer de l'espace. Pourquoi est-ce qu'il crée de l'espace? Ça revient à ce que je disais tantôt. Le soleil ne rayonne pas pour lui-même. Le soleil rayonne. Et il n'y a pas une entité astrale qui peut résister au soleil de l'homme ou à la parole de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, pour résister, il faudrait peut-être définir un petit peu plus dans quel sens vous l'entendez. Ah, résister veut dire qu'ils seraient aveuglés. Donc, ils ne peuvent pas être aveuglés. Parce que s'ils sont aveuglés, ça veut dire qu'ils doivent rester et poser des questions pour que l'homme change son rayonnement sur leur conscience. Mais normalement, ces gens-là ou ces entités-là ne peuvent pas rester et ils foutent le camp. Oui, dans le sens, ils ne sont pas capables de soutenir la vibration de l'homme conscient. Ils sont pas capables de soutenir le soleil. Le
Ils sont dans la noirceur. Ouais. Ben, ça revient à dire un petit peu que qui se ressemble s'assemble, dans le sens que ceux qui sont très ténébreux vont être en contact psychique, en liaison avec des êtres humains aussi ténébreux qu'eux autres pouvaient l'être de leur vivant. Ah oui, on regarde ceux qui écoutent de la musique heavy metal. Ils se regroupent comme ceux qui ont... ça c'est au niveau de la sensibilité, hein. Mhm. Les gens se regroupent selon une certaine sensibilité. Il y a des gens qui veulent pas rencontrer d'autres personnes parce qu'ils les trouvent très insensibles. Ils ont pas le respect. Et moi, c'est mon cas. Je peux pas rencontrer n'importe qui parce que les gens sont pas assez conscients de ce qu'ils provoquent dans leur rayonnement d'énergie. Il y a des gens qui traînent 2, 3 entités puis ils ne savent même pas. Donc, c'est à soi de se protéger. Ce n'est pas l'homme qui est le problème. Non, exactement. C'est à soi d'exercer sa sélectivité, non pas par snobisme, mais par capacité de faire une lecture objective de l'autre. Et voilà. C'est ça la libéralisation de la parole ou la libération de la parole dans l'homme. C'est que l'homme peut parler pour lui-même, dans sa conscience, pour se libérer de la conscience de l'homme qui ne doit pas savoir ce qu'il sait. Et quand l'homme sait que quelqu'un ne doit pas savoir ce qu'il sait, il se retire et il ne parle pas. Exactement, il va pas jeter des perles au pourceau. Non. Et c'est pour ça que moi, j'accepte de parler euh, en conférence, j'accepte de parler en entrevue avec vous, ou j'accepte de parler parfois dans des relations d'amitié, mais rarement. Parce que les égos sont rapidement confrontés et je suis obligé de travailler. Et quand je rencontre des amis, je veux pas travailler, je veux me reposer. Exactement. Puis ça, c'est un autre aspect qui peut être intéressant d'aborder, c'est que quand on se conscientise, on a une sensibilité plus grande qui fait qu'on est capable de voir quand les autres sont astralisés, manipulés par des entités des plans astraux, et les gens ne le voient pas nécessairement eux-mêmes. Donc, on voit quelque chose des autres qui nous dérange, mais eux autres, ils sont pas conscients qu'à quelque part, ils sont manipulés puis qu'ils nous dérangent à travers ça. Euh, le mot déranger, c'est simplement de savoir qu'on est c'est pas qu'on est nécessairement, je comprends ce que vous dites, dérangé, mais je dirais beaucoup plus qu'on est attaqué. Parce que quand vous êtes très très conscient ou quoi que ce soit, vous êtes à un endroit, vous savez que les entités qui sont autour ne sont pas contentes que vous soyez là, et c'est à vous de prendre la décision de faire quelque chose. L'astral n'a pas, si vous êtes dans un endroit public, c'est vous qui devez prendre la décision de vous tasser le plus rapidement possible parce que vous ne devez pas être dans le champ d'exposition de certains individus. Donc, si vous restez là, c'est sûr que vous allez vous sentir dérangé. Mais si vous pouvez prendre la décision, vous savez qu'il y a quelque chose qui perturbe votre paix et c'est là que vous partez. Exactement, mais encore là, si l'individu conscient est toujours celui qui est obligé de faire de l'évitement par rapport à des environnements, comment peut-il être libre? Il est libre dans sa parole. Il est libre dans sa parole, mais il n'est pas libre dans ses déplacements. Non, on ne fait pas ce qu'on veut sur la Terre. Savez-vous pourquoi? Et je crois que je vais conclure un peu sur ce sujet-là. Mhm. Parce que, mais l'homme n'est pas libre sur la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre appartient à la planète des morts. Et on est seul devant cette grande cacophonie-là de l'astral. Et c'est comme je reprends le propos du début, ça va pas assez mal sur la Terre pour que l'homme se pose vraiment des réelles questions. Et surtout, qu'ils veulent savoir quel est le projet réel de la Terre. Est-ce que c'est de faire plus d'argent ou etc., etc., etc. Oui. Alors, ben écoutez, ça a été un plaisir pour moi de discuter avec vous ce soir. C'est pareillement. Et je considère qu'on a vraiment fait le tour de la question, même s'il y a beaucoup, beaucoup de questions en parallèle qui pourraient développer sur d'autres sujets.
Exactement, dont le projet réel de la Terre qui pourrait peut-être faire éventuellement l'objet d'une autre conférence. Oui, ou d'une entrevue, en tout cas. Oui, une entrevue, oui, tout à fait. On appelle ça comme on veut, c'est pas grave. Et je vous dis merci, puis on se reparle. Excellent, au revoir. Au revoir.